Je me dis que je vais probablement raconter des tas de choses merveilleuses. Tu peux le faire sortir par là? Mais bien sûr, je vais le faire sortir par là. Petit moment sympa d'interview avec Pierrick. Première question, c'est pas vraiment une question, c'est présente-toi en 2 phrases d'une manière que tu t'es jamais présenté. Ça commence par du dur. Bah, c'est le jamais présenté. Je suis un humain, touche à tout, fainéant, intéressé par tout, puis par rien juste après. Qui fait des vagues qui navigue entre des extrêmes périodes d'activité et des extrêmes moments de rien du tout. Et là en ce moment, t'es en période de quoi? Je suis en rien du tout qui monte vers de l'activité. Ok. D'accord, ok. Et présente-toi d'une manière conventionnelle du coup maintenant? Comme tu te présenterais. Comme je le présenterai, bah, je travaille dans le milieu du spectacle, je fais de la mise en scène, beaucoup dans l'improvisation, je fais en sorte de jouer beaucoup aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est de porter des sujets de société d'un tas de manières sur une scène, donc devant un public, pour avoir une réflexion commune sur des sujets qui peuvent être la discrimination, le vivre ensemble, et puis le côté un peu rugueux des endroits où il y a des avis très tranchés sur comment il faudrait faire les choses. Ça m'intéresse. Et c'est un métier que je fais, c'est un deuxième métier, puisqu'avant j'étais ingénieur, et ce métier a un énorme avantage par rapport au premier, c'est que c'est un moyen de parler constamment de choses qui m'intéressent, dans des univers complètement différents, et avec des gens nouveaux tout le temps. Chose que j'avais pas dans mon ancien métier, qui était beaucoup plus restrictif, qui était aussi très intéressant, mais qui était vraiment dans un domaine. C'est-à-dire que je suis passé d'un domaine précis à un domaine où on peut parler de tout, donc on est tout sauf expert, quoi. On est juste vecteur. Donc maintenant, t'es plus juste vecteur. Bah si, je dirais plus ça, ouais. Je suis davantage vecteur qu'expert. Je suis tout sauf un expert. Ok. Je connais plein de sujets, un peu, qui sont pour moi complémentaires, même si ça parle de discrimination, d'inclusion. Mais je ne suis pas un expert du handicap ou un expert. Je ne suis pas un expert d'une question, mais je suis plus un vecteur et un agitateur de discussion autour de sujets qui nécessitent des expertises. Ok. Donc, tu es un improvisateur, tu es comédien, tu es metteur en scène, tu es anciennement ingénieur, du coup, c'est ce que tu dis. Est-ce que, du coup, ce que tu viens de dire aussi de cette envie de parler de sujets particuliers, est-ce que c'est ça qui pourrait faire ta différence avec un autre comédien, metteur en scène, improvisateur? Alors, je ne sais pas si ça me différencie, mais en tout cas, ça me définit, c'est sûr. Je crois qu'il y a eu un moment donné dans mon passé d'improvisateur où je ne voulais plus porter des propos que je ne maîtrisais pas. Dans le sens, je ne veux pas dire le contraire de ce que je pense sans m'en rendre compte. Okay. Si je m'en rends compte et que c'est voulu, pas de problème. Je pense qu'on peut tout aborder en impro comme dans n'importe quelle discussion. On peut parler de tout, on peut jouer tout, on peut montrer le pire comme le meilleur. Je crois pas je parle pas du tout de censure ou de bien-pensant. Mais en tout cas, je veux pas, en croyant faire une impro sur une tasse de café, être en train de tenir des propos homophobes sans m'en rendre compte. Et c'est ce truc-là qui a été un déclic qui fait que oui, en tout cas, ça me définit. Aujourd'hui, quand je suis sur un plateau, une scène ou que je participe à un spectacle, que ce soit en écriture, en mise en scène ou en interprétation, j'ai pas envie de véhiculer des messages qui sont contraires à mes principes sans m'en rendre compte. Ça définit presque ma façon de travailler. Et donc pour ça, ça m'oblige à travailler tout un tas de sujets pour parfois les aborder, mais en tout cas ne pas les aborder par accident. Donc c'est plus important de ne pas dire de choses qui sont contre ce que tu penses, que de dire des choses qui sont pour tes valeurs. Exactement. Je suis pas là pour faire des messages, faire de la morale. C'est pas mon rôle. Je crois que le rôle du spectacle n'est pas de donner des solutions, mais je crois qu'il n'est pas non plus de véhiculer des codes qui font comme si il y avait des solutions. Et on s'en rend pas vraiment compte. Pour moi, il y a un exemple frappant, c'est dans certaines séries
très récente où on voit, alors j'ai dit homophobie tout à l'heure, donc je vais reprendre ce thème-là, où on voit des parents homoparentaux et ça pose zéro souci, c'est pas le sujet. Et ben ça, pour moi, en impro, c'est hyper important, c'est comment avoir un univers suffisamment riche pour pas qu'on soit en train de jouer tout le temps les mêmes choses qui vont entériner le patriarcat, qui vont entériner une certaine place dans la société en fonction de qui on est, qui vont faire que c'est toujours un président et une secrétaire, qui vont faire qu'un PDG peut pas être tatoué, qui vont faire que... Enfin, c'est de montrer une normalité et d'avoir cette conscience-là que si on réfléchit pas un petit peu à notre propos et au contexte dans lequel on joue, on véhicule tout un tas d'images sans s'en rendre compte, qui sont finalement comme si on changeait pas les choses. Et pour moi, le spectacle peut changer les choses. Les gens vont au spectacle pour regarder, des fois pour juste se marrer, se changer les idées. Mais forcément, ils sont imprégnés par ce qu'ils voient. Je pense que ça peut les faire réfléchir ou ça peut simplement leur montrer une réalité. Puisque cette réalité, on l'a construit, autant construire une réalité qui nous plaît, quoi. Je crois qu'on peut se marrer, tout s'autoriser, dire des énormes conneries qui rendent pas, enfin qui sont complètement politiquement incorrectes. À partir du moment où c'est pas un ressort comique volontaire, genre je fais rire parce que je sais que ce truc marche, sans me positionner sur genre, enfin c'est le côté oh là là, mais on peut plus rien dire. Avouez que c'est drôle. Ok, ça dérange des gens, mais quand même c'est drôle. Donc ça, moi ça m'intéresse pas. Je veux pas faire ça et je veux pas non plus le faire par accident, c'est-à-dire que si jamais à un moment donné il y a un truc qui se passe et que ça provoque le rire, si moi j'ai pas compris, je voudrais comprendre. Pas sur l'instant, j'ai pas le temps, j'improvise, mais après je veux quand même comprendre ce qui a fait rire parce que je crois que même avec la meilleure volonté du monde, on montre encore tout un tas de choses qu'on n'a pas envie de montrer. On est tellement imprégné dans une culture que sans s'en rendre compte, on véhicule tout un tas de messages. Ça m'intéresse à fond d'avoir un peu la maîtrise de ce qu'on montre. Tu veux dire qu'on est tous sujets aux stéréotypes ? Oui, exactement. Et que comme on improvise, eh ben on tombe encore plus dedans. Un texte, quand il est écrit, il est répété, il est mis en scène. On a plein d'occasions de corriger et de se rendre compte de ce que ça va faire. En impro, on n'a pas ce recul. Donc ça veut dire que le travail doit être fait en amont pour éviter que toutes les mises en scène se ressemblent, que tous les propos se ressemblent et que on croit qu'on invente un truc, mais alors sur ce qu'on invente, on est très bon, mais sur tout ce qu'on n'invente pas, on véhicule tout un tas de merde qu'on n'aurait pas du tout envie de dire si on nous mettait un micro devant la bouche en disant... Enfin, j'aimerais bien, tu vois, à la fin de spectacle d'impro, aller interviewer les gens en disant alors vous avez dit ça, et puis ça, et puis ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Et je suis persuadé que la moitié du temps, les gens se souviennent pas qu'ils ont dit ce truc-là. Parce que c'est dans la partie socle, c'est pas dans la partie j'invente. Automatisme aussi. Ouais, automatisme. Ok, donc quand tu me dis tout ça, dans ma tête, je fais un petit lien quand même avec ta vie politique. Parce que tu n'es pas, parce que là on l'a pas dit encore dans la présentation, mais il me semble quand même que tu as un engagement politique fort, que ce soit officiellement ou même plus bénévolement peut-être. Donc je sais pas, est-ce que déjà tu veux en parler et est-ce que tu fais le lien aussi fort que je le fais moi là en t'entendant en parler ? Alors, je crois qu'on est... Enfin, moi, je ne suis qu'une seule personne et qui confond tout. Okay. C'est-à-dire que je crois que ma manière de fonctionner, c'est de puiser et de restituer. Et je sais pas trop où je puise ni où je restitue. Mais la seule chose que je maîtrise, c'est moi au milieu, le filtre de comment je m'éduque, comment je participe, comment j'applique les propres réflexions que j'ai eues. Si à un moment donné, je me rends compte que moi, ce que je fais, c'est pas super... je veux dire, à un moment donné, dans les années 2000, où je me rends compte que je suis quelqu'un de sexiste, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en œuvre pour ne plus l'être ? Et puisque je fais un métier de la scène, qu'est-ce que je pourrais bien jouer qui va contribuer à d'autres personnes de l'être moi ou de plus l'être ? Donc ça, c'est le seul petit bout que je maîtrise, c'est moi, quoi. Je maîtrise que moi. Et donc, pour ça, ouais, moi, je suis quelqu'un qui, émotionnellement, m'engage dans plein de trucs. Je suis touché par beaucoup de choses. Donc, je crois que je ne peux pas ne pas m'engager politiquement. Parce que j'ai entendu des grands artistes, je citais Alexandre Astier, qui, lui, dit la politique, faut que je la laisse à d'autres. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'être artiste. Mais peut-être que lui, il a tellement d'impact qu'il peut. Et puis, je crois qu'il fait de la politique sans le dire. Mais si on regarde son œuvre, c'est bourré de politique. C'est juste qu'il n'est pas artiste et politiquement engagé d'une manière lisible. Bon, moi, je suis pas Alexandre Astier. Donc, je m'investis dans tout ce que je peux à mon échelle.
j'ai pas un impact énorme dans le monde du spectacle. Donc, oui aussi, je suis investi. J'ai été cette année là sur une liste citoyenne pour les élections de la ville de Brest. À plusieurs moments, je me suis investi dans des vies et dans des partis politiques. Et puis, j'ai navigué un peu entre différents partis politiques. J'ai l'impression que moi, ça me paraît inévitable parce que je dois comprendre comment ça marche. Et pour pouvoir justement montrer des choses proches du réel, il faut que je sois dedans. Et je trouve que le meilleur moyen, c'est pas uniquement l'interview ou l'enquête, c'est participer. Donc pour moi, je fais tout le temps la même chose, c'est que je participe au monde dans lequel je vis. Et à certains moments, je fais des restitutions sous forme de spectacle ou sous forme de... Je donne des cours aussi en école d'ingé. Mais c'est pareil, c'est pas des cours avec un fond où je transmets un programme, c'est un cours d'agitation de questions et de comment on fait pour répondre à tout un tas de questions, quoi. Donc pour moi, c'est la même chose. Mais donc que tu fasses le lien, je peux pas te dire non, je cloisonne pas du tout. Je suis toujours aussi militant et politique quand je suis sur le scène que quand j'y suis pas. C'est juste que j'ai pas envie de me cantonner à un rôle politique quand je suis sur scène. Par contre, que ce soit en écrivant ou en jouant, je crois que c'est pas là le moment de montrer que ce avec quoi je suis d'accord, mais de bien essayer d'explorer, quoi. Je crois que notre rôle dans le spectacle, c'est d'explorer et de donner envie d'échanger, et non pas de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, quoi. Ok. Ok. Je Mais ce que je trouve incroyable, c'est que politiquement, on se fout. Il y a des désaccords incroyables, il y a des disputes, il y a ne jamais reconnaître que d'autres partis politiques puissent avoir des bonnes idées. Moi, la politique me gonfle énormément. Je m'y intéresse et j'en fais un peu parce que je crois que c'est l'unique moyen de participer à la vie de la cité. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence, les gens qui vont être élus vont pouvoir faire des trucs. Donc, je trouve que c'est hyper important de s'y intéresser, même si j'aimerais que ça se passe différemment. J'aimerais que ce soit plus démocratique, mais le système, il est comme il est. Donc, je le fais parce que je crois que c'est inévitable. Mais en même temps, ça m'énerve. Je trouve qu'il y a des idées qui sont à piocher absolument partout. Je trouve qu'il y a des personnes dans les personnalités politiques qui sont hyper ouvertes, très humaines, mais qui ont quand même une conscience, qui ménagent un peu, qui ont une façon intelligente de voir le monde. Malheureusement, il suffit de regarder dans plein de pays, j'ai pas envie de balancer, pour voir que les gens qui sont élus sont rarement les gens qui rassemblent le plus, quoi, mais qui sont au contraire ultra clivants, qui appliquent des choses d'une manière un peu aveugle, qui oublient des trucs qui paraissent énormes. Je pense à l'écologie ou l'égalité ou le partage des richesses. Enfin, il y a des tas de choses. Ça fait des siècles que des gens raisonnent dessus. Je trouve qu'on n'avance pas très vite. Donc, j'ai pas du tout la prétention d'avoir les solutions. Donc, je peux pas les montrer sur scène. Et je pense que si j'avais les solutions, je les montrerais pas sur scène. Je les montrerais en politique. Mais en l'occurrence, comme la scène, c'est ce que je fais, oui, je pense que c'est lié quand même. Ok, super, super. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Sur ce côté politique? Ouais. Après, peut-être que tu referas des croisements. Des croisements, mais... Moi, j'ai l'impression que tout est politique. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est politique. Donc, dans ma manière d'aborder les spectacles, que ce soit improvisé ou écrit, je vais porter un soin à ce que la parole de chacun soit présentée, même celle que j'aime pas. Et je dirais même que dans les 2-3 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur comment porter la parole de quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, en y apportant autant de soin que si c'était une parole avec laquelle je suis d'accord. Et c'est un travail vraiment intéressant parce que je voudrais que quelqu'un qui est vraiment un désaccord profond avec moi sur un sujet, s'il me voit interpréter son rôle, soit fier de ce que j'ai dit au moment où le spectacle se finisse. Et ça, moi, ça a été une grande avancée. C'est de vraiment présenter les choses telles qu'elles sont et de pas directement, au moment de les présenter, de déjà les biaiser pour apporter un parti pris dans l'interprétation. Et je trouve ça très dur, mais très instructif. Ok, là, il y a un truc qui me vient. Alors, tu me diras, parce que potentiellement, c'est peut-être délicat, je sais pas. Mais je me souviens que tu m'avais dit que tu étais franc-maçon. Oui. Est-ce que déjà, tu veux en parler? Est-ce que dans la franc-maçonnerie, il y a un lien au spectacle particulier? Enfin, vu que globalement, personne n'y connaît rien. Est-ce qu'il y a un lien intéressant à faire entre la franc-maçonnerie
et ton rôle dans le spectacle, tout ça, ou pas? Est-ce qu'il est intéressant pour toi de le raconter et est-ce qu'il est intéressant potentiellement pour les gens de l'entendre? Alors, je réfléchis parce que, en fait, c'est une question complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que la franc-maçonnerie, moi, m'apporte une manière de lire le monde. Et m'apporte des concertations avec des gens que je n'aurais probablement jamais rencontrés sans la franc-maçonnerie. Donc je suis, grâce à la franc-maçonnerie, exposé à des idées auxquelles je serais moins exposé par simple désaccord politique, par exemple. Et comme en plus la franc-maçonnerie oblige chacun à présenter les choses une fois et à écouter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas un dialogue, il n'y a pas de volonté de se convaincre, c'est juste des expositions de points de vue, eh bien, c'est hyper bienveillant. Donc on est exposé à des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord du tout, ou soi-même présenter des choses très clivantes, où on sait qu'on est dans un environnement très protégé, où personne peut te cartonner derrière, ou que toi, ça vient même pas à l'idée, c'est vraiment un endroit où chacun échange. Donc je trouve que c'est quelque chose qui me sert plus que dans le spectacle, plus globalement, à avoir une lecture du monde qui soit pas biaisée par mon éducation, les gens que je côtoie et mon côté un peu très très gauche. Ça veut dire que je n'ai pas une seule lecture, quoi. Je vais être exposé à des lectures fines de gens qui sont pas d'accord avec moi. Donc ça, je trouve ça intéressant. L'autre truc qui fait que c'est compliqué, c'est que la franc-maçonnerie est un truc un peu discret, secret, où les gens se dévoilent pas facilement. Moi, ce qui me pose absolument aucun problème, mais que j'ai peur du côté fantasme des gens qui connaissent rien, et peur du côté putain, il est gonflé d'en parler, des gens qui en font partie et qui se disent on a plutôt tendance à être discret. Donc, je te livre ma réflexion telle quelle, c'est-à-dire que j'ai pas du tout, enfin moi ça me pose pas de problème. Je me rends compte que, en tout cas, ça m'amène des questions, tu vois, en me disant, tiens, à quoi ça pourrait bien servir? Et pour conclure ce truc-là, même si on pourra continuer, j'attends ta question d'après, mais cette réflexion, pour moi, elle est intéressante parce que je ne sais pas ce qui me sert et ce qui me sert pas dans le spectacle. J'arrive pas à bien faire le tri du moment où je suis actif pour écrire quelque chose, du moment où je me laisse simplement infuser et qu'au moment où je vais jouer, vu que j'improvise, ça va sortir d'une manière. J'arrive pas à avoir le pourcentage de ce que je maîtrise et de ce que je maîtrise pas. Et pour le coup, les valeurs défendues en franc-maçonnerie, là, je prends pas beaucoup de risques parce que c'est un truc un peu idéaliste, même un peu pompeux, d'endroit de réflexion pour le bien de l'humanité. Enfin, je veux dire, c'est un endroit où toutes les valeurs qu'on met en avant ne peuvent que m'abreuver, peut-être sur un côté, justement, un peu humaniste cucu, parce qu'on n'est pas opérationnel, c'est que de la réflexion. Mais pour le coup, je pense que ça m'alimente. Donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça m'influence. Après, tu as dit, est-ce que ça présente un intérêt de le formuler? J'en sais rien. Et après, est-ce que je veux le formuler? J'en sais rien non plus. Je prendrai le temps d'y réfléchir. Pour faire un parallèle, la franc-maçonnerie, il y a du bien, il y a du moins bien. Hein. Je sais qu'il y a ça s'appelle des fraternelles, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont le même métier, qui se regroupent pour échanger de leur métier. Et il existe une fraternelle de profession du spectacle de laquelle je ne fais pas partie. Mais c'est marrant de voir. Enfin, pour moi, ce n'est qu'un outil supplémentaire pour échanger sur des pratiques. Donc moi, j'y vois que du positif. Après, voilà, dès qu'on commence à en parler, je pense que ça suscite du fantasme. Alors que bon, si les gens savaient ce que c'était, ils seraient un peu moins anxieux. Moi, je pense qu'il serait bien d'expliquer une bonne fois pour toutes ce dont il s'agit réellement. Ok. Alors, on va peut-être changer de... C'est parti direct sur des sujets... Non. Politique. Ouais, politique, ouais. Tout ça. Engagement, militantisme, tout ça, quoi. C'est bien. J'avais une question à la base qui était de quoi espères-tu parler dans cette interview? J'avais pas d'espérance. Je me suis dit, comme tu as dit, à un moment donné, j'ai des questions. Je me suis dit, je vais découvrir les questions. Okay. Et je vais bien voir, même si c'est rigolo,
Il y a 2 heures, je me suis dit, il va me poser des questions, je vais répondre. Il y a une demi-heure, je me suis dit, oh là là, il va me poser des questions, qu'est-ce que je vais répondre? Et avec ce côté dialogue, tu m'as posé des questions, j'ai répondu. Je verrai bien s'il y a des trucs qui ont du sens ou pas. je me rends pas compte. Ok, est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses dont tu voudrais ne pas parler, qui peut-être vu que tu as déjà évoqué pas mal de choses, peut-être c'est déjà trop tard. Non, je crois pas qu'il y ait des choses que j'ai pas envie d'aborder, ou alors elles me viennent pas là. Mhm. Après, c'est vrai que si tu m'avais demandé avant de quoi t'espères parler, avant qu'on commence, ouais, je suis persuadé que j'aurais voulu que tu me parles. Enfin, on est tombé dessus très vite. C'est sur ce côté. C'est pas la question que tu m'as posée, mais elle y est liée. C'est pourquoi finalement je fais un métier où il y a des gens qui regardent. Parce que c'est la question à laquelle j'ai répondu à un moment. Alors, Sébastien, pourquoi fais-tu un métier où il y a des gens qui regardent? J'avais préparé cette question. Mais on y a un peu répondu. C'est que c'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir exprimer des choses sans qu'il n'y ait de conséquences graves. Pour moi, le théâtre, c'est redoutable et inoffensif. C'est dangereux et inoffensif. Je sais pas comment dire. Parce que le côté inoffensif, c'est que on fait un spectacle. Je veux dire, on est probablement les derniers considérés. C'est vraiment pas quelque chose où je pense on touche peu de gens. On peut bien raconter les pires conneries. Au pire, elles vont être vues par un peu de gens. Et puis eux, on leur libre arbitre derrière. Donc, je pense que c'est une activité qui est pas du tout dangereuse. Et en même temps, c'est une activité qui permet d'exprimer des choses qui nous tiennent à cœur. C'est à la fois un média autant qu'un lieu de réflexion. Et donc ça, je trouve ça génial parce que si c'est bien fait, on réfléchit avec des gens, on repart, on a tous le sourire ou on est un peu plombé, ça va dépendre du type de spectacle. Mais en tout cas, si après il y a une discussion et que ça nous fait changer, rien qu'en le pratiquant, ça nous fait changer nous sur scène parce qu'on est obligé de travailler des sujets. Et en jouant, j'ai cet espoir qu'il y a des gens qui viennent regarder Moi, ça me le fait quand je vais regarder, donc je me dis ça doit le faire à d'autres, de regarder des spectacles et de changer. Et le sous-titre de mon dernier spectacle, c'est Changeons le monde pour de faux pour le changer pour de vrai. Et je crois que je fais un métier où on me regarde parce que j'ai envie de dire des choses, mais que je ne suis pas auteur, je suis pas journaliste, je suis pas, et que c'est un métier où on peut tout aborder avec beaucoup de précision et beaucoup de maladresse. Enfin, tout est possible avec le théâtre. Et c'est aussi un moyen de parler du monde dans lequel on vit, quoi. Et de se marrer, il y a plein de choses, mais c'est vrai que moi je mets le propos et le fond sont très importants pour moi quand je pratique le théâtre et l'impro. Ok. T'as autre chose à dire qui te manquerait entre les phrases que t'as faites? Ouais, mais c'est flou. Si tu veux, t'y reviendras si ça te... Ouais, ça serait la notion de... Le théâtre, c'est quand même un endroit où les gens vont par plaisir, que ce soit les gens qui pratiquent, que les gens qui vont regarder. Divertissement, quoi. C'est marrant, ce mot, il est intéressant, parce que est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que ce n'est que du divertissement? Si c'était que du divertissement, peut-être que ça m'intéresserait moins. C'est-à-dire que je crois que dès qu'on est en train de regarder quelque chose, on va le traverser avec nos propres idées, on va le confronter à ce qu'on est, donc on change. Donc pour moi, le théâtre, c'est un divertissement, mais c'est là quand je disais que c'est redoutable, et que c'est un divertissement qui peut permettre l'épanouissement, en le pratiquant comme en le regardant, qui peut permettre de changer sur des questions où on a une révélation parce qu'il y a un truc qui s'est passé sur scène et qu'en le regardant, on se dit ah, « c'est moi » ou alors ah, « je ne veux plus jamais ressembler à ça ». Donc par identification, ça fait des miracles, quoi. Et le truc encore plus incroyable, pour retomber sur la discussion d'avant, c'est que quand on est en train d'interpréter, on ne sait pas ce que ça fait aux gens qui regardent. C'est-à-dire qu'on pourra bien traiter tout ce qu'on veut, aussi bien la personne qui vient regarder, elle va y voir autre chose. Et c'est là que je trouve ça complètement dingue. Et que j'ai pas du tout envie, que j'ai envie d'être très conscient, c'est pas conscient le mot, mais
très pointilleuse sur tout ce que je véhicule, c'est que j'aimerais bien que les déclics qui se passent dans les personnes en face ne soient pas provoqués par les trucs que je maîtrise pas, les stéréotypes et les trucs comme ça, mais qui soient bien maîtrisés par le fond qu'on a envie de traiter sur scène, quoi. Pas par accident. Ok. Ouais, ça revient, cette idée De propos. de propos et de pas se louper, quoi, en gros, de pas Ouais, tomber à ouais. côté, quoi. Aussi, De et pas. Je préfère me louper sur le propos qu'on a défini ensemble, parce que ça, voilà, ouais, l'impro, si on part du principe qu'on va pas se planter, on va se planter. Enfin, je crois qu'il faut on se plante une fois sur deux, quoi, ou 3 fois sur 4, je sais pas. Ça dépend qui. Ouais. Mais en tout cas, ne pas se dire j'ai fait un super spectacle qui traite de l'écologie et que ce soit le spectacle le plus sexiste de l'année, quoi. Je trouve que c'est ça le truc. C'est généralement le sujet qu'on a choisi, il est plutôt traité. C'est les autres, moi, qui m'intéressent. C'est tout ce qu'on traite pas et qui transpirent. Donc, ouais. Ça demande Ok. du travail. Qu'est-ce qui, à ton avis, est chiant pour les autres, mais passionnant pour toi? Ah. Hmm. Là, tu parles dans la vie ou tu parles. Je sais pas, ce qui te vient en premier, hein. Ce qui est chiant pour les autres est passionnant pour moi. Un truc qui te passionne, mais pourtant, les autres, globalement, ils s'en foutent, quoi. Alors, déjà, j'ai l'impression que généralement, toute passion non contrainte est vite chiante pour les autres. Peut-être quelque chose dont les autres ne voient pas l'importance. Si tu es passionné des otaries en Arctique, je sais pas s'il y en a en Arctique, mais les autres, ils se disent pas tiens, c'est vrai que c'est important. Donc quelque chose que les gens, spontanément, ils se diraient pas que c'est important. Alors que pour toi, C'est primordial. c'est primordial. Alors, il y a un truc qui revient régulièrement et qui est lié au spectacle, c'est que dans un certain moment de mise en scène, pour moi, il est important de connaître et d'entendre les points de vue de chacun et de chacune sur un sujet. Surtout si on va le traiter. Je prends l'exemple d'un spectacle qui a maintenant 1 an ou 2, qui était On va tous mourir, ha ha ha. Il y a forcément un moment donné dans le processus de création où on va se retrouver ensemble. Ça peut prendre d'une demi-journée à une journée complète, où on va discuter chacun de son point de vue sur la mort, de points de vue sur la mort qu'on ne comprend pas, et c'est vraiment que de la discussion. Donc là, si on est sur une pratique de l'improvisation par des troupes qui se retrouvent pour se marrer, pour se mettre en énergie, pour qu'on soit tout le temps dans le faire, c'est une période de blabla insupportable. Et je le vois, ça se voit, il y a des gens qui se retrouvent corporellement dans ces moments-là en train de se dire « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc ? J'en peux plus. C'est bon, ça fait 1 heure qu'on parle du même truc. » Et là, je l'ai vu parce que ça m'est arrivé avec plusieurs groupes. Là, c'est un moment où je me dis, ouais, mais moi, ça me paraît... Déjà, ça me passionne, donc pour le coup, je fais ça avec beaucoup de plaisir. Et en plus, je l'impose un peu parce que ça me paraît important, c'est que on va improviser suffisamment de trucs pour qu'on mette un maximum de chances de notre côté avant. Et dès que c'est de la curiosité sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre a vécu, ça ne peut que ouvrir mes antennes davantage. Donc pour moi, tout ce qui paraît un peu comme étant... il y en a qui me parlaient de la préparation ou du blabla qui sert à rien. Là, ouais, moi, sur ce truc-là, je vais avoir tendance à dire si, c'est important. Ok, ça répond bien. Ok, qu'est-ce que tu ne sais pas faire en impro? Sur la scène, quoi. Là, on change un peu de sujet. Mais... Je ne sais pas improviser à la manière one man avec des gens du public où on demande un truc et on construit du drôle avec ce que les personnes nous donnent directement. Ce côté très one man show, il y a quelqu'un dans la salle. Bon, je sais qu'en one man c'est souvent écrit et qu'il y a un côté je pose la question et en fonction de ce qu'on va me donner, je vais aller chercher dans un truc que j'ai déjà pensé. Comme ça je l'ai pas, moi, j'ai pas écrit ces trucs-là. Et qu'en plus de ça, spontanément,
Je ne crois pas être quelqu'un de très drôle. J'ai du mal parce que j'ai la trouille de faire un truc qui n'a pas d'intérêt. Et comme j'ai plein d'autres trucs qui me plaisent, ça, je sais pas bien le faire et je le travaille pas. Et là où il y a plein d'autres trucs que je sais pas bien faire, mais que j'essaie d'améliorer, ça, je pense que c'est un truc que je sais pas faire et que je saurais probablement jamais faire. Parce que au-delà de constater que j'y arrive pas, je crois que ça m'intéresse pas trop. J'aime bien le voir chez les autres et ça m'épate beaucoup. Mais je crois que je serais toujours nul là-dessus, quoi. Cette espèce de tac au tac. En petit groupe, ça va. Mais quand il y a un public, s'il y a 200 personnes et que j'essaie de faire du drôle avec un dialogue public, j'aurais une trouille incroyable d'être irrespectueux ou de ne pas, ou de mettre la personne mal à l'aise. Et cette crainte écrase la volonté d'essayer de m'améliorer là-dessus. Ok. Je sais pas si ça répond. Ah si, carrément. Ok, je change encore de question. Mais par contre, je crois qu'il y a un tas de trucs que je sais pas faire, mais que je vais m'autoriser à faire justement parce que l'improvisation nous permet un petit peu ce côté challenge de je ne suis pas danseur classique, ni contemporain, ni rien, mais si à un moment donné je dois danser, je vais faire mon max pour faire un truc qui ne soit pas une parodie de danse. Et donc petit à petit, en voulant ce côté, je rêverais d'être un super danseur, un super chanteur, un super... En fait, c'est ça, c'est ce côté, j'aimerais avoir toutes ces techniques. Et en fait, c'est faisable, il suffit de bosser. À chaque fois que je me retrouve confronté à un truc où je me dis, tiens, je sais pas faire ça, j'essaie de m'améliorer un peu et de me dire, et de le faire sérieusement. Je trouve que je m'éclate par l'impro parce qu'on peut tout faire, mais je me dis pas que parce que c'est de l'impro, je ne dois rien travailler. Et au contraire, ce que je sais pas faire, je le bosse, quoi. Il y a 10 ans, j'étais nul pour présenter l'interface avec le public, là, cette espèce de moment où on essaie de recueillir de l'information. J'étais complètement nul, mais je trouvais ça, par contre, ça me paraît primordial. Donc, je l'ai bossé à fond, quoi, en me disant. Et maintenant, je me souviens plus qu'à un moment donné, j'avais horreur de ça. Donc, je trouve que le travail nous permet d'être un peu touche à tout, quoi. J'autorise quand je vais voir des spectacles d'impro, je me dis, bon, c'est pas les meilleurs de ce que je vois dans telle catégorie d'art, mais si c'est bien fait avec respect, ça me va quand même. Moi, j'ai entendu deux choses dans ce que tu dis. Il y a y prendre au sérieux, et il y a aussi le fait d'y travailler. Ça me paraît être quand même... L'un va parfois avec l'autre, mais pas toujours. Lequel des deux est le plus important ? Travailler. Parce que travailler sans se prendre au sérieux, c'est encore plus fun. Okay. Parce que pour peu qu'on n'y arrive pas... Le prendre au sérieux, pas se prendre au sérieux, mais prendre le sujet, la thématique au sérieux. Ouais. Si tu veux, si à chaque fois qu'on se dit... tu vois, sur des formats longs de type comédie musicale, on peut pas se permettre de faire une parodie de comédie musicale. Mais sur des fois, des petites scènes type cabaret ou des moments où on sait que la scène, elle va durer 5-10 minutes et que on balance ce qu'on appelle une catégorie, là, faites-moi ça à la manière d'une comédie musicale, ça va être un cliché de comédie musicale. Et ça m'ennuie parce que je comprends pas l'intérêt, si ce n'est de la création immédiate ok, j'y avais jamais pensé, tu me demandes une comédie musicale, on va voir ce qui sort. Donc ça m'amuse. Mais comme au bout d'un moment, si ça fait 20 ans qu'on fait de l'impro, c'est plus du tout une surprise, ce truc-là. Donc je comprends pas qu'on entretienne le côté on va faire une fausse comédie musicale, je me demande bien comment je vais faire, alors que ça fait 20 ans qu'on sait que ça peut sortir ce truc. Et si ça peut sortir et que ça nous plaît, là je retombe sur le côté il faut travailler. Et qu'en donnant du crédit à la discipline qu'on copie, et qu'on copie mal, plus on va y accorder du crédit en se disant j'aimerais bien que ce soit crédible, j'aimerais bien que ça respecte les bons codes, j'aimerais bien le faire sérieusement, ça va garder ce côté drôle parce qu'on ne peut pas improviser une comédie musicale parfaite. Il y a plein de troupes qui font ça, mais c'est les comédies musicales improvisées, moi j'adore ça, j'aime le faire, j'aime le regarder, j'aime le mettre en scène, mais il y a du boulot et on peut pas juste se dire on se pointe et on se dit on va faire une comédie musicale. Donc la notion de travail, oui, je crois qu'il faut bosser là-dessus. J'ai pas encore trouvé de meilleure manière de faire des trucs bien, quoi. De prendre les disciplines qu'on copie au sérieux, le théâtre. Moi, ça m'épate tout le temps de voir des improvisateurs qui font de l'impro depuis 15 ans et qui se sont jamais posé de la question de quels étaient les codes du théâtre, du placement sur une scène, de travailler la voix, d'avoir une notion de dramaturgie, de pas s'être posé les questions de qu'est-ce qu'on est en train de copier. Parce qu'en fait, on est sur une scène, on fait de l'impro, mais
finalement, on emploie plein de codes du théâtre. Donc peut-être qu'en les connaissant et en les travaillant, on va que mieux improviser derrière. Ok, c'est carrément parti sur le truc en général, l'impro en général. Il faut mieux la travailler et la prendre au sérieux. Ok. Revenons un petit peu sur toi. Enfin, même si c'est toi qui donnes ton avis, mais là sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose de faux sur toi, mais que tu aurais voulu que ce soit vrai? Bien sûr. Quelque chose de faux, c'est faux, mais tu aurais voulu que ce soit vrai. Eh ben, en 1996, à Newport, j'étais parti là-bas pour faire un stage d'ingénierie, c'était mon dernier stage. Et je suis allé voir en concert à Newport le groupe Sepultura, qui est un groupe de thrash metal que je kiffais mais énormément à ce moment-là. Tellement qu'on avait un groupe dans mon école où on faisait 13 reprises, dont 11 de Sepultura. Et en fait, quand je suis allé à Newport, ils allaient annuler le spectacle parce que leur batteur s'était coincé un doigt. Et du coup, ils se sont dit, il a fait tout ce qu'il pouvait en gros, mais donc ils allaient annuler. Et là, t'as un type qui a demandé, il n'y a pas un batteur, tu vois, dans la file d'attente. Et là, j'ai fait, moi. Et du coup, ça m'a permis de jouer sans aucune préparation un concert de Sepultura à la place de Igor Cavalera à la batterie et de faire de mon mieux. Et puis en plus, c'était, tu vois, j'avais pas de pression puisque c'est un truc qui est arrivé 5 minutes avant que ça commence. Donc on pouvait pas me reprocher de le mec il a pas assez bossé puisque c'était juste, voilà, donc voilà. Mais tu as pris au sérieux. J'ai fait de mon mieux et puis j'étais hyper impressionné, hein, tu vois, je veux dire, Max Cavalera était complètement génial parce qu'il arrêtait pas de venir me voir, il se foutait de ma gueule, j'ai perdu des baguettes, il y a des morceaux que je connaissais pas parce que forcément, moi, les morceaux que j'avais répétés, ils étaient sur les tournées d'avant, donc il y a eu des moments où j'étais trop fier parce que j'étais trop content, en plus ils m'ont, et puis tout le public était super sympa parce que c'était un glandu à la batterie avec Sepultura, mais ça reste un de mes souvenirs. De jouer avec un groupe qui a ultra répété en étant le glandu du dernier moment qui fait de son mieux et on peut pas lui reprocher parce que c'était pas prévu, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé dans ma vie. Ok, merci. En fait, on a quasiment commencé les impros. Il y avait quand même un peu de vrai là-dedans, j'imagine, au moins au niveau de que t'aimais ce groupe-là. Tout est vrai, sauf que Igor Cavalera s'est pas coincé le doigt, donc je l'ai vu. Et ils ont joué et c'était super. Ok, c'est intéressant. Là, ça rajoute une petite info que tu n'avais pas donnée encore. C'est ton goût pour la musique et du coup que tu sais faire de la batterie. Oui, je joue de la batterie. J'ai joué de la batterie. Ouais, j'adore la musique. J'ai joué de la batterie. Enfin, ça va être plus facile en rajoutant mal devant. Enfin, si je dis j'ai mal joué de la batterie, à savoir, j'ai appris la batterie en autodidacte, ça m'a méga plu, donc j'ai appris à aller vite à l'oreille, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je réinventais la roue, donc je suis un mauvais batteur, parce que j'ai pas appris la batterie avec des batteurs, j'ai appris la batterie tout seul en copiant des CD, mais ça m'a permis de jouer des trucs géniaux, je me suis trop éclaté. Notamment sur scène avec Sepultura. Quoi. Notamment sur scène avec Sepultura, je veux dire ça, c'est quand même un truc que tout le monde n'a pas fait. Pareil, je joue mal de la guitare. Plus sérieusement, dans ces dernières années, je me suis mis au chant, mais là vraiment en chant lyrique au conservatoire, je me suis dit ce truc-là, j'aime trop le faire. En fait, moi j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à aimer des trucs et à pas les faire. Je l'ai compris au moment de la batterie. J'étais en fascination devant la batterie. Je me suis dit putain, mais j'aimerais trop faire de la batterie, sans avoir l'étincelle de se dire mais fais de la batterie. Et du jour où j'ai commencé, je me suis dit maintenant, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je le fais quoi. Et le chant, ça a été tardif encore en me disant mais j'ai toujours aimé chanter. Et donc je me suis pointé, j'ai fait une audition au conservatoire, j'étais content, j'ai été pris en cycle 1 et puis j'ai pris la voie chant lyrique parce que c'était le plus lointain de ce que je faisais. Donc voilà, la musique, j'adore comprendre la musique, composer de la musique. J'utilise beaucoup de musique dans mes spectacles d'ailleurs, que ce soit de la musique en live faite avec des artistes ou que ce soit de la musique que je vole et que j'utilise en prenant des titres qui existent déjà quoi.
Mais ouais, pour moi, la musique, c'est hyper important. Ok. J'aimerais que dans ma vie, moi, je voudrais qu'il y ait des enceintes partout où je me déplace pour qu'il y ait une bande son en permanence. Parce que du coup, je me la fais, ma bande son, je me mets des écouteurs, mais je me coupe un peu des autres. Alors que si je pouvais avoir ce côté musique qui me fout les poils et où je suis tout le temps dans une espèce de coton grâce à la musique, si ça pouvait être ambiant, une espèce de transmission globale, ce serait génial. Je voudrais que ma vie ait une bande son. Ok. Tiens, une petite question défi. Attention. Peux-tu répondre à cette question par une métaphore? Merde, la question que tu viens de poser. Non. Défi raté. Essaie. Ça fait bugger le cerveau un peu. Ouais, c'est un peu comme si tu demandais à une abeille est-ce que vous pouvez faire du miel vous-même, quoi. Donc non. Ah, tu croyais que j'allais avoir une vraie métaphore? Non, en vrai, je sais pas. Jusqu'au bout, j'y ai cru. J'avais jamais essayé. Moi-même, j'ai pas essayé. Tu vois, quand j'ai écrit cette question, je me suis pas dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner comme réponse. J'ai pas essayé. Mais c'est génial à vivre, hein, parce que quand tu me poses la question, il y a une première phase, j'attends la deuxième, je dis ok, je dis oui, et après je me dis oh putain d'accord. En fait, c'est la question qui vient de poser, donc c'est une question qui se répond par oui ou par non, et donc faut que je trouve une métaphore qui dise oui ou non. Et puis c'est là que je me suis dit non. Ok. Tiens. Ah ouais, mais c'est une question sérieuse, je dirais. Ouais, petite question sérieuse. Enfin, sérieuse. Est-ce qu'il y a un truc en impro sur lequel tu as changé d'avis? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, alors je sais pas si c'est un changement d'avis ou un changement de méthode, mais au moment où j'ai commencé l'impro, de la manière dont j'ai eu l'apprentissage et donc de la manière dont je l'ai enseigné pendant je sais pas combien de temps, il y avait une notion de faire prendre confiance à la personne qui commence à pratiquer, avec ce mot de lâcher prise, de se faire confiance, il y a des trucs qui vont sortir, que je trouve nécessaire, mais que je trouve un peu dissocié du côté qu'est-ce qu'on va dire. Et c'est contradictoire, c'est-à-dire comment on fait pour lâcher prise tout en ayant envie de dire quelque chose qui ait du sens. Et là-dessus, moi je me disais, au début il faut s'affranchir, quoi. Il faut vraiment s'affranchir on se fait confiance, on répond, on improvise sans anticiper, Et je me rends compte que ça forme des générations d'improvisateurs qui font ça pendant 2, 3, 4, 5 ans, qui des fois en plus ne dépassent pas ce stade-là, et où ça fait, pour peu qu'ils montent après sur scène pour faire des spectacles où on comprend rien en tant que public. C'est juste un lâcher prise, là, une marée de lâcher prise, où il n'y a pas de sens, il y a une notion bizarre. Alors c'est quand même rigolo et intéressant à voir, parce qu'on se dit tout le temps comment ils vont se dépatouiller, et donc il y a un côté amusant, mais rapidement, je trouve que c'est dommage de ne pas rappeler dès les premiers instants de pratique de l'improvisation que c'est quelque chose qui va être regardé. Et en même temps, je me rends bien compte qu'en disant ça, si je dis attention, tu vas être regardé, je mets du jugement. Or, on veut pas du jugement. Donc pour moi, c'est un peu plus compliqué que de se dire étape numéro 1, le lâcher prise, on prend confiance, on fait n'importe quoi. Et dans un deuxième temps seulement, on va essayer de ramener une espèce de sens sur un travail différent. Et je trouve qu'aujourd'hui, dès le départ, j'ai une exigence sur ce que racontent les scènes, et que si je vois des trucs qui me conviennent pas, même si ce sont des débutants de la première heure, je vais leur dire tiens, c'est marrant, t'as dit ça. Ce qui souvent est très antinomique avec le côté fais ce que tu veux, lâche prise, rien n'est important, fais-toi confiance, et t'as vu ce que t'as dit. Je trouve que voilà, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Je pense aussi que j'ai changé d'avis sur le match d'impro, parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu une espèce d'overdose du match d'impro, parce qu'il était enseigné un peu comme un dogme, un peu comme des règles, et que les règles du match d'impro, qui sont des règles d'un spectacle, je veux dire c'est un spectacle qui a un certain nombre de règles qui ont été inventées pour ce spectacle, qui sont devenues, pour beaucoup d'improvisateurs et d'improvisatrices français et françaises, les règles de l'impro. Et donc, il y a eu un moment donné où moi, j'en pouvais plus.
Le côté, on fait un spectacle et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ça c'est je sais pas quoi, de la rudesse ou du cliché ou je sais pas quoi. Je me disais non mais là c'est des termes de match ça, on n'est pas en train de faire un match. Donc j'ai eu un petit moment où je crois que j'en pouvais plus. Et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je trouve que le match c'est génial comme toute discipline improvisée est sympa du moment qu'on la pratique avec sérieux et légèreté. Et du coup, sur ce sujet-là du match, c'est toi qui as changé d'avis ou c'est juste que tu as l'impression que dans la culture de l'impro française, la culture en gros, je sais pas si c'est possible à dire comme ça, mais la culture a changé d'avis sur le match. Ok, c'est impossible, mais pas la règle. Et du coup, tu es plus à l'aise maintenant avec ça. Est-ce que c'est donc... Ouais. J'ai pas compris. Je réitère. Est-ce que c'est toi qui as changé d'avis sur le match ou c'est autour de toi les gens qui ont changé d'avis sur le match en disant que c'est plus tellement la règle, il y a d'autres choses possibles? Ah, ça y est, j'ai compris. Alors non, là je parle bien de mon avis. Oui, alors autour de moi, je trouve qu'il y a heureusement, plein de personnes qui pratiquent l'impro depuis longtemps qui sont intéressées à d'autres types de spectacles. Ça c'est vrai, j'ai même l'impression que c'est devenu la norme. Et tant mieux, enfin, il y a tellement de trucs à faire avec l'impro que de faire que du match. Et encore là, c'est pas un jugement. Si on veut faire que du match parce qu'on adore ça, on fait que du match, il n'y a aucun souci. Donc, mais par contre, moi, il y a eu un moment donné où j'ai un peu jugé le match parce que c'était tellement omniprésent et tellement le vocabulaire employé par tout le monde que j'ai même modifié du vocabulaire que j'avais appris pour réemprunter du vocabulaire générique de scène de théâtre, de parler de coulisses et pas de réserve, de parler d'un rôle secondaire et non pas de quelqu'un qui est au service de je ne sais pas quoi. Enfin, le vocabulaire de l'impro un peu type match m'a à un moment donné submergé en me disant mais on est coincé, on peut pas réfléchir parce que les vocabulaires qu'on utilise, il est déjà contraignant et les gens réfléchissent, ils veulent improviser avec des listes de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et là je me dis mais non, et on oublie tout ça là. Et aujourd'hui je trouve que c'est je gère mieux en fait ce truc-là. C'est-à-dire que si je me retrouve confronté à un groupe qui fait que du match depuis 20 ans, bah je vais être beaucoup plus souple, je vais trouver un moyen. Alors que je pense qu'il y a 8-10 ans, j'étais devenu un peu épidermique. Donc je suis revenu, alors que j'ai fait 10 ans de match, hein, je veux dire, c'est rigolo de faire, j'ai fait 10 ans de match, puis après je dis le match c'est de la merde. Non, moi je fais du long forme. Et puis maintenant je redis non, le match c'est super. Parmi d'autres. Parmi d'autres. Bah, en plus, je crois que j'ai tendance à changer souvent d'avis et sur beaucoup de sujets. Enfin, donc, ça doit pas être le seul truc où j'ai changé d'avis en impro. Ok. Bah, si à un moment donné, il y a un autre truc important comme ça sur lequel tu as changé d'avis qui te revient, même si on a une autre question, bah, si tu as envie, si c'est maintenant, vas-y. Ouais. Il y a un truc sur lequel je change d'avis à chaque fois que j'en parle. Si on en parle 2 fois, tu vas nous donner 2 avis donc. Ouais. Okay. Sauf que du coup, là, je vais avoir déjà les 2 avis. Faut-il dire aux gens qu'on fait de l'impro ou pas? Aux gens qui viennent nous voir quand on fait un spectacle. Ah, ok. Au public. Donc. Au public. Faut-il dire au public que c'est un spectacle improvisé? Moi, ça m'intéresse pas de dire que c'est de l'impro. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si je leur disais et il y aura des praticables. Où il n'y aura pas de praticable, où on va jouer sonorisé, où on va jouer sans micro, où on va jouer avec des pendrillons à l'italienne ou à l'allemande. Pour moi, je comprends pas pourquoi c'est important. Qu'est-ce que ça change que la personne regarde, elle sache qu'on est en train d'improviser ou pas? Donc là-dessus, ça c'est mon avis le plus fréquent, c'est de se dire, moi je ne précise pas. Je le glisse le mot. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas forcément le même public. Si on écrit que c'est du théâtre, c'est pas forcément le même public que si on écrit que c'est de l'improvisation. C'est plutôt ça qui m'emmerde d'ailleurs. Je me dis, travaillons là-dessus. Essayons de faire en sorte qu'il y ait plus de passerelles. On va voir un spectacle. Donc ça, ouais, c'est un truc sur lequel j'ai changé d'avis parce qu'au départ, je me disais, il y a longtemps, je me disais, si, il faut expliquer que c'est de l'impro. Puis évidemment, je me suis dit, mais pourquoi je veux que les gens sachent que c'est de l'impro? Parce que si jamais je merde joyeux, je pourrais dire que c'est de l'impro. Parce que j'arrivais pas à voir, ou au contraire, parce que pour montrer que on va pas avoir la même exigence sur le texte que si c'était du théâtre. Et petit à petit, en changeant d'avis comme ça, là, je me suis dit, moi, je veux que les gens viennent me voir et qu'ils aiment les textes qu'on va dire. J'ai pas envie de leur dire, ouais, les textes étaient pourris, mais c'est de l'impro. Donc ça a monté mon niveau d'exigence et c'est vrai que je continue à avoir cet avis de
Je trouve que c'est pas nécessaire de préciser si c'est de l'impro ou pas, surtout si c'est uniquement pour expliquer que ça va être moins bien que du théâtre. Pour moi, ça veut dire qu'on rate quelque chose. Les gens viennent voir, ils sont touchés par ce qu'on fait, ils vont être intéressés par ce qu'on fait, ils vont y voir quelque chose, mais on n'a pas besoin de dire que c'est de l'impro ou pas de l'impro. Maintenant, je peux changer d'avis et dire que si on dit que c'est de l'impro, y a peut-être des gens qui croient qu'ils n'aiment pas le théâtre, qui vont venir voir de l'impro, alors que finalement, on emploie pratiquement les mêmes codes. Et donc, on va peut-être toucher un autre public. Donc, c'est aussi cool de marquer le mot impro, parce qu'il y a des gens qui viennent voir de l'impro qui vont pas voir du théâtre. Voilà. Ok. Il n'y a pas l'argument de l'empathie. Souvent, justement, dans le match, notamment, le public aime le match parce qu'ils se demandent comment ils vont s'en sortir, et trucs comme ça. Et c'est pas comment ils vont s'en sortir les personnages dans l'histoire, c'est comment ils vont s'en sortir les comédiens dans le jeu. Ouais. Et ça, c'est une partie... à mes yeux, ça représente une grosse part du succès du match. Et que ça, du coup, si on disait pas... Si on disait pas... Ouais. Si on disait pas que c'était de l'impro... ça marcherait pas du coup. Mais là, tu prends l'exemple du match où c'est un match d'impro, c'est dans le titre, et que on donne même l'illusion qu'il y a un combat entre des gens qui vont improviser. Donc là, pour le coup, il faut dire que c'est de l'impro. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est plus sur des spectacles justement qui ne sont pas du match. Il y a une troupe. La Confrérie à Liège, tous les ans. Là, ça doit faire la 3 ou la 4e fois. On passe un week-end ensemble, chez eux, et on imagine un spectacle. L'année dernière, c'était sur l'amour, c'était Love. Cette année, ils veulent réitérer l'expérience. Et finalement, le truc important, c'est le titre de ce qu'on va aborder. Et on travaille pour que ce sujet soit abordé. Et c'est de l'impro, c'est un spectacle d'impro. Mais plus ça va, moins on le met, même si à chaque fois on en rediscute parce qu'ils se disent « Mais ouais, mais si on met pas que c'est de l'impro, notre public d'impro va pas venir. » Et en fait, j'adore cette discussion parce qu'ils ont raison, mais je pense qu'on peut pas juste mettre c'est un spectacle d'impro et vous verrez bien ce que c'est. Et que c'est cool quand même de dire c'est un spectacle d'impro, mais c'est un spectacle d'impro qui va traiter de ça. Et ça amène tout un tas de questions derrière de comment on fait pour improviser sur un truc où on sait déjà qu'on va en parler. Là, il y a plein de gens qui crient à la tricherie, ils disent si vous connaissez déjà le sujet, c'est plus de l'impro. Bon, je pense que c'est des gens qui font pas d'impro parce que je crois qu'on peut bosser 20 ans sur un sujet et qu'on peut quand même improviser dessus. Et pourquoi je dis ça ? C'était un exemple que je voulais donner pour illustrer un truc, mais j'ai oublié ce que je voulais illustrer. T'illustrer le fait que ton changement d'avis, le fait de mettre impro ou pas impro, ça dépendait surtout du concept. Ouais. Il y a des spectacles, on vient voir l'impro. Un cabaret d'impro. On vient voir des gens à qui on leur balance un truc et qui doivent nous inventer un truc dans les 2 secondes. Et c'est ça, je crois que comme tu le dis, ça fait partie du contrat, quoi. On vient, on se dit, attends, mais là, ils vont pas s'en sortir. Et à chaque fois, ils s'en sortent. Et je crois que ça fait vraiment partie du truc. Dans les matchs, je crois que c'est pareil. Il y a un côté un peu peau de banane. À la fois, on construit des belles histoires. Et puis, à la fois, à des moments, il y a des trucs où on se dit, mais là, comment ils vont faire ? Et pour moi, là, oui, il faut le dire. Parce que ça fait partie du truc. Il faut dire que c'est un spectacle improvisé. Et justement, voilà, du coup, c'est presque que je donne un peu mon avis aussi. Vas-y. Est-ce que dans les concepts qui s'éloignent de cet aspect empathie avec le public, complicité avec le public, est-ce que ça ne peut pas desservir le concept que de s'associer à ce genre de spectacle en disant que c'est de l'impro, en affichant le fait que ce concept-là, c'est de l'impro, dans le regard du public, c'est associé d'office, par stéréotype un petit peu, à ce genre de spectacle où c'est juste de l'empathie et de la complicité, quoi, avec le public. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, et je trouve que ça pourrait très bien se dire, quelqu'un va voir que c'est marqué, il y a de l'impro, il va pas y aller parce qu'il se dit ouais, ça va encore être un truc de gag, du jeu rapide d'association d'idées, des trucs bizarres, et du coup vont pas venir alors que le spectacle a un réel propos. Et en même temps, je trouve que il faut participer à montrer qu'on est capable de faire des spectacles écrits super. Si on sait ce qu'on veut dire, autant l'écrire. Je me dis, ça sera quand même on a plus de chances d'être pertinent si on est sur un processus d'écriture et qu'on joue exactement ce qu'on veut dire. Il y a certains spectacles où je trouve que la richesse, c'est ce que chacun a à dire. Et que comme moi je trouve ça génial d'aller à Liège et de passer un week-end, d'échanger un peu avant par écrit sur de quoi on va parler et de pouvoir improviser un spectacle qui va ressembler à une pièce sans avoir fait 3 mois de répé.
ou un mois, ou une semaine, je trouve que ça, c'est vraiment génial. J'ai envie de faire ça. Mais j'ai pas envie de le faire au détriment de la qualité du spectacle. Donc je trouve que l'impro est un outil génial quand les interprètes ont des trucs à dire. Si c'est un auteur qui veut faire passer un message, autant que là ce soit de l'écriture et de la mise en scène, et que chaque interprète va avoir son rôle, quoi. Et là, en impro, ça nous donne l'occasion d'avoir l'avis, c'est-à-dire que le personnage et l'interprète se mélangent un peu, et ça, je trouve que c'est une incroyable richesse. L'année dernière, le spectacle sur la mort, de travailler avec le groupe de On va tous mourir, ha ha ha, à chaque fois qu'on se revoyait, on se découvrait de plus en plus, et tout le monde traverse des épisodes avec la mort, différents, hyper complémentaires, et là, pour le coup, ça m'intéresse pas du tout d'écrire et de dire et de donner des textes, mais ce que je veux, c'est bien entendre l'interprète qui va improviser un personnage sur la mort, chargé de ce qu'il a vécu lui. Donc pour moi, l'impro, ça peut être très sérieux, comme très drôle, très inventé, très à propos, comme très réfléchi, mais ça laisse la parole à l'interprète. Et ça, je pense que je suis pas un assez bon auteur pour avoir envie d'imposer à l'interprète ce qu'il doit dire. Ok, très bien. Je vais te faire tirer une carte. Ok. Et dessus, il y aura une sorte de citation. Tu vas la lire et tu vas me dire ce que tu en penses, si ça fait écho. Ok. Je sais plus du tout ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas réussir chaque atelier en tant qu'enseignant et vous ne pouvez pas gagner chaque public en tant que comédien. Keith Johnstone. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et je dirais même qu'à partir du moment où on applique ça, ça nous enlève cette pression de réussir, cette volonté de bien faire, qui est le plus gros frein, ou en tout cas un des freins les plus fréquents qu'on se met soi-même en plus. Et que d'avoir cette conscience qu'on peut pas réussir à chaque fois, en plus, non seulement je crois que ça enlève de la pression, mais en plus ça ramène une écoute systématique de l'instant présent et de se rendre compte que le truc qu'on a raconté la semaine dernière à un groupe et que ça a hyper bien marché, et là ça marche pas, et plutôt que de se liquéfier en se disant mince qu'est-ce qui m'arrive, je suis nul aujourd'hui, je suis nul aujourd'hui parce que j'ai envie de bien faire, je suis plus à l'écoute du truc, tiens ça marche pas, pourquoi ? On fait autre chose, on prend une autre direction. Et en fait, dans cette phrase-là, ce que je vois, et je crois qu'en plus, c'est quand même beaucoup de ce que raconte Keith Johnstone, globalement, c'est l'humilité. C'est que moi, je le reformulerais presque en se disant, lui, il dit, vous ne pouvez pas réussir chaque atelier et gagner chaque public. Je crois qu'il ne faut pas faire un atelier dans l'objectif de le réussir et de faire un spectacle dans l'optique de gagner le public. Parce qu'en plus, quand il utilise gagner, alors je vois qu'il y a les petits guillemets, hein, c'est une traduction, je pense aussi. Ah ouais. A priori, gagner chaque public. Pour moi, dès qu'il y a gagner, ça veut dire qu'il y a perdre. Et pour moi, gagner et perdre, c'est que deux concepts qui vont l'un ensemble. Il n'y en a pas l'un sans l'autre. Donc ça sous-entend que si moi je gagne, quelqu'un perd. Et en impro, c'est très important d'ailleurs de jouer un personnage qui perd pour que le personnage qui gagne gagne. Donc pour moi, c'est plus un concept qui doit être dans le texte que de comédien, quoi. Si on vient, quand on commence un spectacle en se disant qu'on va gagner quelque chose, on rate l'essentiel du truc qui est ça va être quoi mon rôle. Peut-être que mon rôle c'est de jouer 1 minute. Hein. Ça, moi c'est un truc qui me tient vachement à cœur. Si pendant tout un spectacle on est sur le côté, qu'on regarde le spectacle se faire et que c'est merveilleux, peut-être que le meilleur rôle qu'on ait c'est de pas rentrer. Bon, on a tous un peu envie à un moment donné de se dire bon allez je vais quand même faire quelque chose. Mais des fois, en retardant le plus longtemps possible le moment, on se dit tiens, ouais, je peux faire une conclusion. Oh tiens, oui, il manque tel personnage. Mais ça demande beaucoup de recul, de se dire je vais pas jouer dans ce spectacle alors que je suis dans le cast, quoi. Et on le voit pas, ça, on le voit pas. Mais pour moi, c'est presque à ça qu'il faut se préparer. Faut se dire. Et puis pour les ateliers, c'est pareil. Bon, moi, c'est beau de le dire. Hein. Moi, quand je commence un atelier, j'ai toujours envie que ça se passe bien. Mais si je vois que ça se passe pas bien, je vais pas me battre à tout prix pour essayer de dire mais si je vous promets, ce que je vous raconte, ça peut être intéressant. Il y a des gens, ils m'ont dit c'était intéressant des fois. Il faut c'est accepter de se dire j'ai un truc à dire, peut-être que là il fait pas mouche, peut-être que c'est pas le bon moment ou pour moi ou pour les autres. Enfin il y a tellement de paramètres au moment où on fait des trucs ensemble qu'on peut pas ça peut pas marcher à chaque fois, quoi.
Puis comme ça, en l'acceptant, le moment où ça marche, on est d'autant plus content. On n'avait pas l'objectif que ça marche, et ça marche. C'est un optique de fainéant, quoi. Ok, bien. Bien. Du coup, dans cette lignée-là, je te propose d'inventer ton propre dicton. Ta propre citation, comme ça, qui ne sortirait de nulle part. C'est bien, ça prend le bruit, je pourrais supprimer le bruit de fond après. J'avais oublié de faire un moment où on parlait pas pour prendre le bruit. Très bien. Le son seul. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment le son seul, parce qu'il doit y avoir le bruit de mon cerveau qui tourne à vide. Une espèce de ventilateur géant qui brasse de l'air là en ce moment, en train de se dire qu'est-ce que je vais inventer comme dicton. Alors, sinon, si ça te parle pas, soit on l'oublie, soit à un moment donné ça te fait tilt quand on va encore 2-3 questions. Si ça te tilt, là tiens, ce que je viens de dire, c'est mon dicton. C'est mon dicton. D'ailleurs, tu as déjà 1 ou 2 fois dit des phrases où je me suis dit, ça fait un dicton. Et ben voilà, je l'ai déjà dit. Ah oui, c'était quand? Non, je vais retrouver un autre. Tu veux le trouver maintenant, du coup? Non, je vais réfléchir un peu parce que j'aimerais... le fait que tu me demandes c'est quoi mon dicton, avant de trouver le dicton, je me dis tiens, de quoi j'aimerais que mon dicton parle. Ouais. Et je me rends compte que c'est sur ce côté... ce serait un truc peut-être sur les priorités. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en premier? Si je prends liberté, égalité, fraternité, ils sont super les 3 mots. Mais le premier, c'est liberté. Donc ça veut dire que moi, je vais penser à liberté avant de penser à fraternité, si je les prends dans l'ordre. Peut-être que fraternité, égalité, liberté, ça raconte pas la même chose. Donc, je me dis déjà, ça serait un dicton sur les priorités que j'aimerais trouver. Un truc où je me dis, c'est quoi l'essentiel? C'est d'oublier personne ou c'est d'être au mieux? Tu vois, qu'est-ce que je vais mettre en 1? Et à la fin, je serais plus satisfait de quoi? D'avoir gagné un public ou d'avoir participé à la même chose avec des gens en oubliant personne, quoi, en ayant une conscience que prendre de la place, c'est enlever de la place. Donc j'aimerais bien, je pense que c'est sur un truc comme ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à trouver les mots un peu jolis. Et ça viendra peut-être du coup après. Okay, je peux laisser tourner ça en tâche de fond? Ok, ça marche. Quelle question voudrais-tu te poser à toi-même parce que justement tu n'as pas la réponse? Ok. Donc je me la pose à moi. Ouais. Mais tu ne pourras pas y répondre du coup parce que tu n'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. Voilà. Ok, ça serait Sébastien. Pourquoi, alors que tu fais un métier qui te plaît, tu rencontres plein de gens formidables, t'as que des occasions de t'épanouir et d'être heureux, tu as un tempérament fragile et dépressif? Pardon. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? En fait, tu disais de manière neutre et ça finit par fragile et dépressif. Ouais. Ok. C'est chaud à gérer, le côté de voir que tous les indicateurs sont bons, à part les indicateurs extérieurs, mais je les maîtrise pas, les indicateurs extérieurs. Hein. C'est-à-dire, la vue globale du monde ne me plaît pas, mais on va dire que dans ce que je fais, tu vois, là, je vais passer un week-end génial. Donc, j'aurais pas la réponse, hein, c'est aussi parce que ça doit être dans mon tempérament, mais comment, en étant continuellement abreuvé de choses aussi positives, j'arrive à broyer autant de noir et à
à être aussi mal alors que enfin, il y a beaucoup de beauté, quoi. Il y a beaucoup de beauté, et pourtant, moi, je vois beaucoup de sombre. Ok. Ça, du coup, j'enchaîne avec une question liée à ça. Ça m'intrigue. Est-ce que pour toi, du coup, ce côté un peu sombre, dépressif, ce genre de cognition-là, désolé pour le mot, est-ce que c'est lié à ta créativité? Alors oui, j'ai envie de dire oui tout de suite. En fait, j'ai l'impression que le sombre, c'est le résultat. La créativité, c'est le moment où on n'a pas encore compris. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le sombre, c'est quand la conclusion, on arrive à une conclusion qui convient pas et qu'on est démuni. Moi, je me sens démuni, en fait, face à tout ce que je vois. Il y a des tas de choses que je vois, que je ressens, que je crois comprendre même parfois. Alors, c'est pas comme si j'étais uniquement spectateur, c'est que je suis spectateur avec un traitement de ce qui est autour de moi, et j'ai l'impression de voir des choses qui, des fois, en plus, me sont d'une évidence incroyable. Donc, des fois, même juste avec la parole, d'arriver à améliorer un truc ou expliquer un truc, ou à l'image du quiproquo. Des fois, on est en train d'être à côté d'une conversation et juste de dire, vous parlez pas de la même chose. Ou de dire, vous dites la même chose. Et donc, à cette image-là, à des moments d'être témoin de plein de choses, et de pas comprendre pourquoi ça s'améliore pas globalement. Pourquoi il y a toujours autant d'égoïsme, de misère, d'individualisme, de possession. Je trouve que la possession individuelle me pose plein de questions. Tu vois, le côté, je pense à moi, puis à ma famille, puis à mes voisins, puis comme s'il y avait une hiérarchie dans la manière de traiter les gens qu'on rencontre dans sa vie. Je comprends pas. Et j'ai l'impression que philosophiquement, il y a des courants qui avancent, mais que globalement, on avance peu. Enfin, en fait, c'est ça, je crois que je suis très pessimiste sur l'humanité, tout en rencontrant des individus géniaux. Et donc, comme on peut pas changer le monde, enfin moi je peux pas changer le monde, je suis souvent je me sens démuni et un peu comme si je brassais de l'air, quoi. Je sais pas ce que je peux faire dans ce monde-là qui pourrait être utile s'il faut avoir une utilité. Et donc ça me mine. Et à côté de ça, j'adore plein de trucs. J'adore rencontrer des gens, j'adore faire la fête, je regarde dans mon futur proche et à moyen terme ce que je peux faire qui va me rapporter de la joie, et j'en vois, mais ça me demande une discipline que j'ai apprise d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas un truc que j'ai inventé. C'est une discipline que j'ai apprise pour m'en sortir. C'est quelqu'un qui m'a dit, pour s'en sortir, faut faire comme ça. Faut débusquer les moments de bonheur qu'on a et de se rendre compte qu'il y en a plein. Et je trouve que c'est d'autant plus dur de faire une addition, d'avoir un chiffre énorme, mais de ressentir 0,1, quoi. La culpabilité se rajoute du coup. Ça rajoute un peu de culpabilité. Enfin, alors je dirais pas coupable parce que comme j'en suis conscient, je m'en veux pas parce que je sais que je suis pas la seule personne à avoir ce truc-là et que c'est comme ça, quoi. Il y a un côté pénible et un côté ça m'énerve ça aussi de le comprendre et de pas arriver à faire à l'endiguer vraiment, à changer les choses. Et en même temps, je suis assez conscient. Je crois que c'est lié à ma créativité parce que je ressens des trucs qui sont tellement forts qu'à des moments j'ai envie d'en parler. Et que c'est parfois les moments où ça m'arrive beaucoup d'écrire en pleurant, par exemple dernièrement avec Gabrielle Pichon. Elle a piloté un spectacle qui a été joué dans des maisons d'accueil spécialisées et des EHPAD, et on a tous écrit des bouts, et elle m'a fait écrire un monologue de fin qui était sur un peu la conclusion, et ça m'a permis de parler de ce que je ressentais avec ma propre grand-mère. Et je trouve que ce réel est très fort dans l'écriture, parce qu'il y a une justesse. Enfin, en tout cas, on peut pas me reprocher d'avoir inventé parce que c'est ce que je ressens. Et j'ai jamais réussi à le dire au bout, sauf une fois où j'ai réussi à le dire sans être gagné par l'émotion. Et je me souviens qu'au moment où j'ai écrit ce monologue, je l'écrivais en pleurant. Et donc, du coup, quand je le joue en pleurant, et c'est logique. Mais j'aimerais bien le jouer sans pleurer, parce que je trouve que dès qu'on joue et qu'on tombe dans le pathos, on perd, le message est perdu. Parce que les gens... Il n'y a pas besoin d'expliquer que c'est triste. C'est triste parce que le texte est triste. Il n'y a pas besoin de le jouer. Et là, en l'occurrence,
bah, j'aimerais bien arriver à me servir de ça pour écrire, parce que moi, quand je le lis, je trouve que c'est exactement ce que je veux dire, mais quand je le joue, j'arrive pas à le jouer avec le recul pour que le message passe sans qu'il y ait l'émotion avec, quoi. Donc ouais, ça me sert à écrire, mais ça me handicape dans l'interprétation, je pense. Du coup, là, si un magicien ou une magicienne arrive et te dit « Ok, en une seconde, je t'enlève tout ton côté sombre », tu fais quoi? T'acceptes ou pas? Ouais, je pense que j'accepte. Parce que je pense que c'est pénible pour les autres. Donc, de ne pas le faire, ça serait très égoïste. Parce que je me dirais, je vais garder un truc, une sensibilité, mais il y aurait moins d'occasions. Pardon. Il y aurait moins de moments où les autres devraient gérer ça. Voilà. Je trouve que si je pouvais discuter avec ce magicien et que je pouvais lui demander comment garder ce côté sombre, mais en arrivant à le gérer pour qu'il soit moins pénible pour l'entourage, je choisirais ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien en garder un petit peu parce que j'ai l'impression que ça me sert. Mais finalement, comme si je reboucle avec une phrase que je t'ai dite au début, on fait que du théâtre, donc je suis pas persuadé que ça serve vraiment et que de s'en débarrasser, c'est tentant. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à dire dans cette foulée ou pas? Ouais, peut-être bien. Euh, j'ai l'impression qu'on on a tous et toutes des points forts et des faiblesses, et que la manière de vivre ensemble nous incite à trouver que certains points forts ou certaines façons de faire sont plus importantes que d'autres. Et donc on va valoriser certains comportements sans se rendre compte qu'on en dévalorise d'autres, ou en tout cas, si quelqu'un n'arrive pas à faire le truc qui est reconnu, eh ben il est moins considéré, ou on va se dire, voire on va lui demander de travailler pour arriver à faire ce truc-là. Et je trouve que souvent, en faisant ça, bah on rend malheureux tout un tas de gens qui se disent, alors je vais faire un parallèle avec l'impro pour le coup, qui vont être hyper épatés de personnes qui peuvent sortir des trucs drôles instantanément du tac au tac, et on se pisse dessus tellement c'est drôle, c'est à propos, c'est chouette, et on se dit oh, je sais pas faire ça, et on se dit je vais travailler pour arriver à faire ce truc là, alors que peut-être on l'a pas du tout. Je prends cet exemple exprès parce que je trouve qu'en impro c'est souvent le cas. Il y a des gens qui ont un talent incroyable mais qui ne s'expriment pas parce que leur grande qualité n'est pas sur ce qu'on attend de l'improvisation. Et pourtant, quand on le voit, ces moments, on est hyper... on trouve génial, quoi. On va être sur un autre type de jeu qui va pas être ce côté humour, tac au tac, rapidité. Je crois qu'on le sait tous et toutes qu'il y a différents profils en impro, mais je trouve qu'il y a certains profils qu'on met pas en valeur, souvent dès les instants de formation, où on essaie de dire c'est pas grave, réessaye. Alors c'est génial, il y a le discours de l'échec, mais sans se rendre compte que on essaie quand même de former quelqu'un pour qu'il aille vers une espèce de modèle de c'est quoi un artiste improvisateur. Et je trouve que si tout le monde avait un peu cette volonté de comment on fait pour faire épanouir la personne qui est en face de soi, pour contribuer à ce que l'autre nous donne ce qu'elle a, ce côté un peu, cette qualité, comme si, en partant du principe qu'on a tous et toutes des qualités, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne-là, elle la délivre alors dans la vie c'est super, mais sur scène parce qu'on pratique un truc ensemble. Si à force de jouer avec toi, en quelques temps, j'ai un truc que je perçois et que je me dis putain mais quand il fait ça, moi je trouve ça génial et que je fais tout en œuvre pour que tu puisses le faire, j'ai l'impression qu'on contribue non seulement à un côté artistique qui est regardé, qui tient des propos, mais qu'en plus on est dans une démarche de révéler l'autre autant que je travaille pour me révéler moi. Et c'est pour ça que je voulais développer ça un peu avec le côté sombre, c'est que il y a plein de personnes qui ont
soit un côté sombre, ou un côté timide, ou un côté qui ont moins d'humour que d'autres. Mais dans ce cas-là, on pourrait retrouver qu'il y a peut-être des gens qui sont moins sensibles, qui sont moins altruistes, mais qu'on va moins voir parce que c'est des comportements où, en très peu de temps sur scène, on est vite capté par ce qui brille et qu'on voit pas des lueurs, enfin d'autres lumières, des lumières qui sont peut-être moins étincelantes, mais qui sont pourtant des lumières hyper importantes, hyper apaisantes, qui nous font réfléchir. Et je trouve que dans notre société et en impro, il y a un peu ce côté étincelant, faut que ça brille et qu'on on se trompe un petit peu dans notre manière de pratiquer. Et si j'en reviens à ce qui m'avait touché juste avant et sur ce côté sombre et un peu handicapant de temps en temps de devoir m'extraire ou de voir les choses trop noires pour pouvoir participer à des trucs, eh ben je me dis que si on trouvait le moyen à chaque fois d'utiliser le côté le savoir-faire et le côté positif de chacun et de chacune, on ferait des trucs géniaux. Mais souvent, et dans le monde du spectacle, c'est normal, ça implique tout un tas d'autres trucs qui font que ça capote. Par exemple, moi, dans ma position, de temps en temps, je dois organiser des choses. Et c'est des catastrophes. Parce que l'organisation peut avancer très vite en peu de temps, les moments où ça va bien, et peut se prendre du plomb dans l'aile comme c'est pas possible au moment où ça va pas. Et je me dis, l'organisation, c'est pas mon truc, quoi. Mais il y a d'autres trucs que je sais faire. Donc ouais, c'est d'essayer de combiner avec les bons côtés de chacun pour que ça avance. Faut que je trouve quelqu'un qui me supporte et quelqu'un qui sache organiser. Ça serait un chouette binôme. Super. Je vais pas te demander de les reformuler parce que ça va être loin et trop piqué, mais je pense que tu as fait 2-3 dictons. Ce que tu viens de dire, qui n'était pas trop spécialement sur le sens des priorités, mais sur le sens de la diversité plutôt. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Ouais. Il y en a des sujets qui t'intéressent. Non, super, super intéressant. Ok. Du coup, je vais te faire finir juste avec les 2 derniers trucs. À part si tu veux encore, t'as encore des choses à te dire. Je viens de penser peut-être un dicton, parce que c'est toi qui m'as donné un truc. Je peux peut-être te donner... Ça pourrait être... Tu prends ta position de poète un peu. Ça pourrait être... Partez du principe que vous aimez ce que vous ne comprenez pas encore. Ok, génial. Très bien. En fait, il est tellement bien qu'on a l'impression qu'il existe déjà. C'est vrai ? C'est fort ce genre de choses qui sont tellement déjà finies, bien faites, qu'on a l'impression que ça existait avant, quoi. Là, ça résume, c'est toi qui me l'as envoyé en fait. C'est le côté diversité, c'est que je crois que c'est peut-être humain ou l'éducation, enfin peu importe, mais il y a beaucoup de comportements où on se retrouve, on voit un truc, on comprend pas et on veut se protéger, puis au bout d'un moment on comprend, on se dit puis on change d'avis. C'est fou, ça serait le contraire, ça serait vachement plus simple. Si à chaque fois qu'on voit un truc, ça nous intéresse et on aime, et qu'au bout d'un moment on réfléchit, on se dit ouais mais j'aime pas tout. Alors, il y a quand même beaucoup plus de moments où ça serait où les pensées seraient plus positives, quoi. Et on serait moins dans la protection. Je suis pas capable de répéter mon propre dicton. C'est pas grave, parce que je vais l'extraire. Partez du principe que vous aimez ce que vous ne comprenez pas encore. Ouais. Ouais, je le garde. Après, tu peux en faire d'autres, si tu veux. Le petit défi, c'est d'en faire un. T'en as fait un bien propre, bien fait, tout ça, mais t'en as fait en plus d'autres plus, comment on dit, immergé dans ton texte, j'allais dire, mais t'avais pas de texte, dans tes paroles. Ok. Il y a une question de Odile Cantero, donc qui avait fait l'interview, qui est la dernière personne à qui j'ai fait une interview avant toi. C'était il y a 2 ans. Et sa question, c'était, si je me souviens bien, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu en ferais dans le domaine de l'improvisation ? Si j'avais un budget illimité, je ferais en sorte qu'il y ait des lieux de pratique à la fois liés à de l'enseignement et à du spectacle. Donc
ça existe, hein, ces lieux-là, mais qui sont souvent liés à une pratique théâtrale. Mais d'essayer d'en mettre dans plein de villes, puisque j'ai un budget illimité, donc je pourrais en mettre à plein d'endroits, avec une espèce de charte qui soit du réel engagement de l'improvisation comme pratique dans une cité, c'est-à-dire une diversité des publics. Je trouve que l'impro, dans les gens qui la pratiquent, sont beaucoup de personnes plutôt riches, plutôt blanches, avec beaucoup de concepts qui restent très masculins, alors c'est pas masculin le mot, mais une vision du monde assez patriarcale. Et je voudrais que si j'avais un budget illimité, ce serait de vraiment créer des endroits qui soient des plateformes où ce soit pour pratiquer l'impro, mais en termes de comme on pratiquerait un sport sans qu'il y ait la compète derrière. C'est-à-dire que comme pratique, on se retrouve le lundi avec un petit groupe pour pratiquer de l'impro. Avec beaucoup d'âge, un côté école, et puis où il y ait des spectacles, avec une ambition de lien dans la ville, quoi, de se dire dans mon spectacle, peut-être qu'il y a quelques pros, un petit bout d'un atelier de CM2, un lieu où il y aurait du temps et où on serait pas pris par ouais mais là il faut payer un metteur en scène tant de temps, où il faut dégager, où il faut louer la salle. C'est-à-dire qu'un endroit où le lieu, il y aurait une dimension, ce serait suffisamment grand pour qu'il y ait du temps pour faire des choses avec plein de personnes d'univers différents. Donc d'un point de vue âge, d'un point de vue quartier de la ville, d'un point de vue profession, ça serait des lieux où il y aurait une exposition, un bar et un peu ces lieux comme existe le lieu unique à Nantes. C'est un lieu où il y aurait quand même un échange culturel. Je vois un lieu un peu complexe où il se passe plein de trucs, mais où il y a aussi un café, un bar, peut-être un peu de restauration. Enfin, ouais, un lieu où si on vient, il se passe des trucs, quoi. T'arrives pas à, enfin, pardon de le formuler comme ça, forcément pour toi, si tu devais faire un gros projet dans le domaine de l'improvisation, ce ne serait pas que lié à l'improvisation. Non. Ça peut pas. Non. Ça s'ouvre forcément. Ouais, oui, c'est vrai. Un projet dans l'impro, un gros projet dans l'impro qui ne serait que concentré sur de l'impro, pour toi, ça serait quoi? Ça aurait un intérêt ou pas? Ou au contraire, ce serait dangereux? Non, je crois pas que ce soit dangereux. Je crois que par contre, c'est pas ma façon de réfléchir de me dire je vais organiser un événement. Ça, oui, ça pourrait être une espèce de gigantesque symposium d'impro où tout le monde peut venir gratos et loger. Et puis il y a des spectacles tous les soirs. Ça pourrait être une espèce de rendez-vous d'impro, mais ça, je crois que ça existe et ou que ça peut exister. Enfin, libre à chacun de se réunir. Mais ce qui m'intéresse dans la pratique de l'impro, c'est ce côté partage. On peut faire plein de trucs avec l'impro, on peut tout faire. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, les salles où on joue de l'impro sont pas les mêmes salles où on joue du théâtre. Certaines entreprises s'intéressent à l'impro, mais c'est pour du développement personnel et non pas pour le côté discours artistique qu'il y a derrière. Et je trouve ça dommage, ce cloisonnement. C'est-à-dire que c'est tout juste si on ne doit pas expliquer que l'impro, ça sert à quelque chose avant d'en faire. Et donc, ce serait un peu un endroit où tout organisé autour de l'impro, mais qui soit ancré dans la ville. Enfin, et en plus, je trouve que pour que l'impro elle ait du sens, il faut qu'elle soit abreuvée en permanence des problématiques des gens actuels et de ce qu'ils font dans la vie, quoi. Sinon, je comprends pas l'intérêt d'improviser. Enfin, si, je le comprends, pardon. C'est juste que ça m'intéresse pas. Ok, super. Très bien. Du coup, ça c'était la question d'Odile. Je te propose d'inventer une question pour une potentielle prochaine personne que j'interviewerai. Alors, je suis bien content d'avoir répondu à la question d'Odile déjà. Elle a répondu à sa propre question, Odile? Oui. Ah, et qu'est-ce qu'elle a dit? Je regarderai. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais poser comme question? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un côté dangereux
d'enseigner l'improvisation. Ok, d'accord. Donc ce sera une question que je ferai passer à la prochaine personne. Ah, d'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux y répondre, toi? Ouais, ben oui. Je t'en doutais. Dans l'improvisation, il y a toute une partie qui est donner l'illusion qu'on sait ce qu'on fait, qui pour moi est en plus primordiale, parce que sur une scène, si je vois quelqu'un qui est en train de réfléchir, ça m'énerve. Je me dis, mais donnez-moi déjà le message, enfin, faites votre boulot d'interprète. Moi, je veux voir le personnage, j'ai pas envie de voir le comédien qui derrière le personnage. Et donc, je vais travailler ce truc-là, et ça, c'est quand même une porte ouverte au mensonge indétectable, et du coup, sur un côté qui peut devenir manipulateur, c'est d'arriver à raconter un truc faux, mais qui devient vrai. Alors, c'est drôle, mais ça peut, en fonction de d'où c'est, je veux dire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont suffisamment d'influence pour utiliser l'improvisation pour... et justement, ce côté de... un cliché sur les politiques, quoi. Ce côté, je raconte un truc où je pense tout l'inverse, mais j'ai un discours bien tenu en faisant croire que c'est la réalité. Parce que je l'ai vu et que je l'ai entendu dans certains environnements en enseignant l'impro, et d'un seul coup, on se dire putain, mais ça va trop me servir dans tel contexte quand je dois arriver à convaincre quelqu'un. Donc oui, je trouve que c'est pas dangereux, le mot, je suis un peu excessif. Mais en tout cas, je me rends bien compte qu'on peut utiliser l'impro comme n'importe quel outil pour manipuler quelqu'un. Et ça m'embête. Ok, j'ai l'impression que tu réponds de façon orientée par rapport à ta propre question. C'est vrai ? Dans le sens où, moi je l'entendais pas vraiment comme ça. Là, tu viens de dire pour moi que l'impro pouvait être dangereuse suivant comment elle était enseignée. C'est ça que tu as entendu dans la question ? Non, ça c'est ce que j'ai entendu dans ta réponse. D'accord. Et ce que j'ai entendu dans ta question, c'est est-ce que le fait d'enseigner l'impro, même bien potentiellement, pouvait être dangereux? C'est comme ça que j'ai compris ta question. Oui. En gros, mais alors, c'est marrant parce que pour moi, j'ai la même réponse pour les deux. Point de vue, c'est que on maîtrise pas ce qu'on enseigne. Tu vois, mais simplement, le fait d'enseigner de l'impro, on sait pas comment ça va être utilisé. Et il y a quand même dedans des outils qui sont normalement destinés à la scène, qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours. C'est même un côté émancipateur. Souvent on dit, fais du théâtre, fais de l'impro, tu vas gagner en confiance en toi et tout. Et oui, mais si on pousse le bouchon à fond, on peut avoir une crédibilité. On apprend à être crédible en fait. Parce qu'en impro, on invente. Donc il y a des fois, on comprend ce qu'on a dit qu'une fois qu'on l'a dit. Mais pendant tout le moment où on le dit, on est crédible. Enfin, je crois que c'est ça le travail de l'improvisateur, c'est de faire semblant que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si c'est pas utilisé sur une scène, mais dans la vie de tous les jours, c'est comme n'importe quel outil. Ça mal utilisé, mais sauf qu'on le maîtrise pas. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord, je comprends pourquoi je voyais une différence. Dans le sens où pour moi, c'est mal l'enseigner que de l'enseigner sans... C'est un peu comme les arts martiaux. La plupart des arts martiaux, ils sont enseignés en fait avec plus de discipline qu'avec de technique. Et j'ai l'impression que bien enseigner l'impro, c'est aussi avoir conscience que ce qu'on enseigne, ça n'a valeur que sur la scène. Enfin bref. Ah si, je suis d'accord. Moi j'aime bien parler de curseur souvent et là moi c'est le curseur de l'enfumage. Si on pratique l'impro, on va avoir même du mal à ne pas utiliser les trucs qu'on a bossé toute sa vie hors scène. Enfin, je pense que la manière de parler, je pense que ça nous l'air de rien, ça nous modifie. Et sauf qu'il y a certains outils dans l'impro, je trouve qu'il faut bien avoir conscience qu'on est en train de les utiliser ou pas. Ouais. Et notamment pour moi, ce que j'appelle le curseur de l'enfumage, c'est quelle dose d'enfumage j'assume après d'avoir utilisé, si c'est pas sur de la scène pour faire croire à un personnage, et si c'est dans la vie de tous les jours. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que moi, c'est un curseur qui me déplaît, mais je sais pertinemment que certaines personnes à qui j'ai appris l'impro, c'est le truc qu'ils ont repéré tout de suite en se disant « Mais attends, mais c'est génial ce truc-là. Parce que maintenant, en fait, je peux bien raconter tout ce que je veux. » Et moi, quand j'entends ça, je me dis « Bah ouais, c'est pas à ça que ça sert. Ça peut servir à ça. » Ça me fait vraiment penser à ce que je pense à propos de la psychologie sociale et des techniques de manipulation, quoi. Ce que tu réponds. C'est comme le petit bouquin, là, la manipulation pour l'usage des honnêtes gens. J'adore ce bouquin. Et c'est un peu ça, tu pourrais écrire un livre, improvisation à l'usage des honnêtes gens. Mais ouais.
Vas-y, pose-le. Ah putain, j'avais une question. Je voulais te la poser de toute façon. Enfin, donc, je te la pose devant... Bon, bref. Je rallonge encore. C'est ça que je suis en train de dire. Mais tu mettras pas tout. Ouais, voilà, on verra. Tout à l'heure, tu as parlé de possession, qu'il y avait trop de possession. Et du coup, ça m'a fait penser à te poser la question de qu'est-ce que tu penses de la propriété intellectuelle dans le monde du spectacle et peut-être justement dans le monde de l'improvisation. Je pense que la propriété, d'une manière globale, c'est un truc on a été formaté avec ça, mais j'ai de plus en plus de mal à en voir l'intérêt. La propriété intellectuelle, c'est presque pire, parce que je pense qu'il y a quand même assez peu de chances qu'on n'ait pas tous, enfin pas tous, mais que certains et certaines, à un moment donné, aient la même idée. À quelques jours près, quelques années près, ou peut-être 50 ans plus tard, mais que parce que quelqu'un y a déjà pensé avant, on puisse pas l'utiliser ou qu'on doive lui considérer que c'est un emprunt. Je trouve que si c'est pour de la réflexion philosophique et de citer qu'est-ce qui nous a amené à penser comme ça, c'est très bénéfique. Si c'est un brevet où il faut payer des droits parce qu'en fait c'est une idée qu'on a eue, mais ça existe déjà, je trouve ça compliqué parce que ça veut dire qu'on est dans une démarche d'être le premier ou la première qui invente un truc. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres et de toutes les autres qui, à un moment donné, avec leur propre cerveau, vont inventer le même truc, mais qui existe déjà. Donc je trouve ça un peu... c'est un truc de business. Au départ, je voyais ça comme une protection de tu utilises quelque chose et il y a quelqu'un qui voit ce que tu as fait et qui le réutilise, mais qui n'avait pas eu l'idée avant. Et parce que tu l'as fait, bah, prends ton idée et l'utilise pour faire du commerce avec. Donc là, je me dis, ok, c'est se protéger que quelqu'un d'autre fasse du commerce avec ton idée. Mais si c'est quelqu'un qui a eu l'idée sans être confronté à toi, pourquoi le fait que t'es le premier à avoir eu l'idée, ça te donne le droit d'être le seul à l'utiliser? Ok, donc si je comprends bien, la propriété intellectuelle sur les idées, t'es pas pour, potentiellement contre, mais par contre, la propriété intellectuelle sur le fait de... On va dire... Ah, je reformule. Vas-y. En gros, quelqu'un qui aurait la même idée que toi, mais en différé, il n'aurait pas le droit de ne... Il aurait le droit. Il aurait le droit de l'utiliser parce qu'il a eu l'idée aussi. Mais par contre, s'il n'a pas eu l'idée, juste qu'il adore ton idée et qu'il veut la reprendre, là, ça pose problème. Si c'est commercial, en tout cas, ça pose problème. En fait, dans le paradigme d'aujourd'hui, oui, c'est un peu ce que tu dis. Mais on pourrait imaginer que, globalement, ça ne nous pose pas de problème d'utiliser les idées des autres, déjà parce qu'elles sont bonnes, tout simplement. On les trouve bonnes et on a envie de les utiliser. C'est super, ça. Pourquoi je trouve ça fou, en fait, de se dire, il y a quelqu'un qui a une bonne idée, mais on peut pas l'utiliser parce que c'est la sienne. Ou alors il faut payer, ce qui est peut-être pas complètement déconnant comme système. Hein. Tu vois, je parle un peu sans avoir réfléchi longtemps avant. Mais je trouve que cette notion de propriété, pour moi, c'est une question de commerce. C'est pas une question de partage. Et que comme il y a une notion, on est dans des environnements hyper libéraux où si c'est pas protégé, c'est à tout le monde. Donc en gros, moi j'aimerais bien que tout soit un peu à tout le monde. Je trouve que c'est en fonction à quoi on est exposé, on va peut-être avoir exactement les mêmes idées, les mêmes comportements. Bon, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont un talent fou pour inventer, reconnaître, découvrir. Et généralement, c'est des équipes déjà. Donc souvent, quand on cite une personne, il y a une équipe derrière. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a passé toute sa vie à réfléchir sur un truc, qui a eu une idée que moi, glandu ailleurs, je peux pas l'avoir aussi à un autre moment dans ma vie. Et donc je trouve ça un peu pas juste, quoi, ce côté chronologie là qui se dit que il y a une notion en fait pour moi c'est très très voisin d'être arrivé le premier, à l'image de les États-Unis. T'arrives, bing bing bing, ici c'est à moi. Ce truc là me convient pas du tout. Ok, donc c'est quand même, du coup, tu reviens là-dessus sur l'idée de c'est avoir l'idée, quoi, qui compte. Enfin, qui compte pas, justement. Moi, j'aimerais bien que ça ne compte pas, mais aujourd'hui, c'est marrant parce que j'y suis confronté en ce moment à ce truc-là. C'est à un moment donné, moi, par exemple, sur les spectacles que j'ai
que j'ai fait. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je sais pas, ça peut être Trajectoire, On va tous mourir, ha ha ha, Rythme, ou La Centrifugeuse, ou Tous pareils, tous différents, tous égaux. Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui appellent et qui disent tiens, on a vu tel stage, ou j'ai fait tel stage avec toi, on aimerait bien jouer ce truc-là, est-ce qu'on peut? Je réponds toujours oui, parce que je vois pas pourquoi je dirais non. De quoi? De peur qu'il le saccage, que ce soit pas la vision que j'en ai. Mais déjà, je me dis, c'est génial, j'ai suscité de l'intérêt quelque part. Le truc leur plaît. Donc tout ça, c'est du positif. Pourquoi je dirais non? Je trouve ça déjà cool qu'ils appellent, parce que je sais qu'il y en a qui appellent pas. Mais ça, moi, j'arrive pas à voir pourquoi moi je déposerais un truc pour dire non, c'est à moi ce truc-là. Parce qu'en plus de ça, et ça m'est déjà arrivé dans l'autre sens, je suis super content, j'ai inventé un truc, je vais faire un spectacle puis après en me disant c'est exactement le même machin qu'un tel ou une telle a fait il y a 2 ans. Ah bon? Du coup je vais voir et je me dis ouais c'est vrai. Puis du coup ça m'intéresse et j'ai envie de le faire. Mais avec la personne ou. Donc je trouve que cette notion de propriété globalement me dérange un peu parce que c'est une habitude qu'on a, nous les humains, à dire ça c'est à moi, alors qu'il n'y a pas de raison, puisqu'on est constitué pareil, qu'on n'arrive pas à un moment donné dans la même situation. Peut-être que moi aussi, si à un moment donné j'arrive quelque part, je vais décider que ça c'est de l'eau, ça va être important. Bon c'est à moi maintenant. Et maintenant si vous voulez de cette eau, vous me l'achetez à moi, parce que ça c'est à moi. Ça me dépasse complètement, je comprends même pas qu'on tolère un truc pareil. Moi c'est le contraire de... Et en propriété intellectuelle, c'est un peu pareil. Et en même temps, je reconnais bien que en ne déposant rien, c'est tout le temps ce côté honnête, quoi. Si on n'est pas honnête et qu'on se dit, vu qu'on ne peut pas... Ici, il n'y a pas de propriété sur les idées, si on n'est pas honnête, il suffit de regarder ce que font un tel, une telle, et puis de dire, je prends ça, je le fais. Ça paraît malhonnête dans notre système, mais est-ce que c'est réellement problématique? Je ne sais pas trop. Ok. C'est chiant la propriété, ça m'énerve moi la propriété. Ça t'énerve et du coup tu y réfléchis beaucoup ou tu y réfléchis pas beaucoup? J'ai l'impression que là cette question que je te pose, elle est un peu nouvelle. T'as déjà des idées dessus, tu l'as déjà abordé, mais c'est pas spécialement un de tes sujets. Dans tous les sujets un peu militants que tu traites, celui-là, j'ai l'impression qu'il en fait pas forcément encore. Non, c'est vrai. Pas partie. Non, c'est vrai. Une question que je me suis posée il y a quelques années, c'était qu'est-ce qu'il est raisonnable de posséder? Des fringues, une voiture, un appartement, un immeuble, un quartier, un pays, une ressource naturelle, une étoile, on peut acheter des étoiles, une forêt, qu'est-ce qu'il est raisonnable de posséder? Une île? Enfin, tout ça c'est possible, et je me dis, si on réfléchit maintenant, on se dit, c'est quoi qui est raisonnable, quoi? En se disant, sachant qu'il n'y a pas autant d'îles que d'individus, posséder, c'est déposséder quelqu'un, je pense. Est-ce qu'un dicton encore? Ok. Dernier truc. Avant-dernier truc. Truc qui finit jamais. Juste, vas-y, je sais pas trop quand c'est que je vais publier cette vidéo, mais j'espère d'ici la fin de cette année. Ouais. Donc vas-y, fais ta promo de tout ce que tu fais en ce moment, que ce soit spectacle, formation, politique, je sais pas. Vas-y, dis tout ce que tu as envie de dire. Ok. Alors, si vous avez besoin d'un spectacle sur les violences infligées aux femmes, je suis en train d'écrire un spectacle à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences infligées aux femmes. Faites appel à moi, c'est un seul en scène, et je serais ravi d'aller le jouer. C'est un spectacle à la fois qui a un propos pas du tout drôle et qui est, j'espère, amène un peu d'espoir. L'année prochaine, le 15 mai, faut venir à Brest, au Macorlan, parce qu'il va y avoir une soirée queer des années 2030, avec tout un tas d'artistes brestois et autres, pour justement imaginer ce moment hyper arriéré qu'était 2020, où l'égalité n'était pas encore obtenue. Donc c'est une soirée d'anticipation rétroactive. Une dystopie futuriste. C'est une dystopie futuriste qui se moque d'aujourd'hui, 2020. On se situera en 2030.
Donc ça, c'est le 15 mai à Brest, Thomas Corlan. C'est toute une soirée, donc ça vaut le coup de se déplacer. C'est pas que un spectacle d'1 heure, hein, c'est genre 20h, 1h du matin, donc faut pas hésiter à venir. La semaine de l'impro, non seulement il y a plein de stages, il faut aller voir sur le site de la semaine de l'impro, mais en plus de ça, le 28 octobre, il y a le spectacle Dystopia qui joue à Nancy, et c'est changeons le monde pour de faux pour le changer pour de vrai. Donc la semaine de l'impro de Nancy, parce qu'il y a plusieurs semaines de l'impro. Oui, moi à chaque fois que je dis la semaine de l'impro, pour moi c'est Nancy, et donc c'est la semaine de l'impro de Nancy. Okay. Et Dystopia, voilà, un spectacle dystopique qui change le monde et qui est noir avec un petit peu d'espoir. Tiens, ça fait écho. Et après, voilà, sur le reste, je serais toujours ravi d'échanger sur des questions de propos dans l'improvisation. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je travaille avec plusieurs troupes sur ce côté, comment on aborde des choses ou comment on n'aborde pas des choses pour les aborder. Des questions de genre, des questions qui sont tout le temps liées aux différences, quoi. Mais comment faire en sorte de jouer une impro en n'oubliant personne. Une impro inclusive, tiens, voilà. Et ça, je fais des stages. Donc, si jamais vous avez envie de travailler ces questions-là, n'hésitez pas à m'appeler. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Ok. Et on t'appelle plus pour les autres stages ? Ah ben si. Fais ton job, improvise avec une plante verte, ça c'est ce que j'ai en tête. Ouais, alors en fait, c'est vrai que j'ai un certain nombre de stages que je fais toujours, ouais. même les tout premiers, parce que j'ai construit mes stages d'année en année, en ayant à chaque fois, en observant des improvisateurs et des improvisatrices sur scène. Et à chaque moment, dans moi, mon vécu d'improvisateur, à chaque moment, j'ai franchi des étapes. Et il y a des choses qui me sont apparues en me disant, mais c'est quand même incroyable, tout le monde joue dans 1 mètre carré. Donc on va faire un truc sur de la scéno. Puis après, en se disant, maintenant qu'ils jouent plus dans 1 mètre carré, c'est incroyable. Les textes sont quand même nuls. on est capable d'improviser des trucs dingues, mais on en profite pour dire des trucs qui sont complètement insignifiants. Donc, il y a un travail sur le propos. Puis après, je me dis, c'est génial ces spectacles-là où ils sont bien placés, ils disent des trucs bien, mais l'énergie de la première scène dure pendant 50 minutes. Donc, au bout d'un moment, que ce soit beaucoup d'énergie ou peu d'énergie, on s'emmerde. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler sur le rythme. Et en fait, tous mes stages, finalement, c'est la succession des choses que j'ai vues. Et oui, je les pratique encore tous. Donc, trajectoire sur le côté où se placer et de pas parler. En gros, tout ce qui se passe avant qu'on parle. Après, c'est fais ton job, c'est joue ton rôle et que ton rôle. D'apprendre un peu à trouver sa place et vraiment de réfléchir en se disant, je dois jouer ma partition à moi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu as parlé de rythme, c'est ce côté d'envisager l'improvisation, non plus sur une manière de construire un scénario, mais de l'envisager uniquement sur de la rythmique. Ça, c'est très contre-intuitif. Improviser avec une plante verte. On est tous et toutes hyper forts pour arriver au moment où on est devant et dire un truc, et à ce moment-là, on dit rien. Donc pour moi, c'est un peu gagner en autonomie et profiter du moment où on se rend compte qu'on est un peu bien placé dans la lumière. On a de la place parce que l'autre personne nous regarde. On a un peu d'écoute, sentons-nous à l'aise et disons des trucs qui nous tiennent à cœur, plutôt que de dire passe devant. Bon voilà, je vais pas tous les citer, mais grosso modo, j'ai un petit catalogue de stages que je peux transmettre s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler. Un catalogue au sens propre, du coup, quasiment. Tellement il y en a, vraiment, c'est un catalogue au sens. C'est un catalogue PDF, hein, ouais. C'est pas un truc en papier glacé. Ok, est-ce que j'ai d'autres questions ? Non, je crois pas. Est-ce que tu veux parler d'une dernière chose ? Ouais. Vas-y. Je veux te remercier, Pierrick, de m'avoir posé toutes ces questions-là, parce que c'était très très sympa d'échanger avec toi sur l'improvisation et autres, et que tu m'as fait me rendre compte d'un truc, c'est que je n'arrive pas à dissocier l'improvisation du reste du monde. Eh ben, c'est fini pour l'instant. Yes. Super. Ok. 2h06 Mon pauvre, tu vas le sortir l'année prochaine. Hein.